Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Il y a un dossier en fin de semaine dans le Journal de Montréal que vous allez certainement apprécier. En tout cas, ça va vous faire questionner sur votre rapport à l'argent et à la retraite. On connaissait le fameux slogan, cette publicité de Liberté 55, mais il y en a pour qui c'est pas assez. C'est Liberté 40. On veut atteindre l'indépendance financière à 40 ans, peut-être même la retraite. Bon, retraite d'aller travailler, là, on s'entend, là, pas retraite de vivre, mais c'est-tu vraiment possible, réaliste, c'est-tu vraiment souhaitable? Ben, selon notre économiste et animateur à Cube, Francis Gosselin, c'est peut-être pas si joyeux que ça, cette idée-là de retraite à 40 ans. Francis Gosselin, bonjour. Bonjour, Karima. Ben, parlons-en de ça. Donc, il y a ce fameux dossier qui va être publié samedi dans le Journal de Montréal. Il y a plusieurs collaborateurs, il y a des témoignages là-dedans, il y a des jeunes qui ont décidé d'avoir pour objectif de prendre leur retraite à 40 ans. Peut-être nous situer, est-ce que c'est un mouvement qui existe depuis longtemps? Parce qu'on connaît ce qu'on appelle le FIRE, mais tu vas pouvoir nous l'expliquer, là, mais c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Ah ben, tu as évoqué Liberté 55, là, ça fait quelques décennies de ça. T'as oublié entre les deux le Liberté 45 de notre ami Pierre-Yves McSween aussi, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours eu cette volonté de prendre sa retraite jeune. Donc, c'est un mouvement qui date, qui a des racines là, presque dans le siècle dernier, j'aurais envie de dire. Mais là, ce mouvement FIRE, là, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Financial Independence Retire Early, donc indépendance financière, retraite anticipée, là, on pourrait dire, vise effectivement à l'âge de 40 ans. Et donc, l'objectif, c'est d'accumuler le plus tôt possible dans la vie un pactole, puis ensuite de vivre de cette accumulation-là, notamment en faisant des décaissements, puis en gagnant de l'intérêt là, sur cet argent-là qui serait investi. Je suis un peu sceptique, je dois te l'avouer. Là, mon article fait partie du dossier là, qui va être publié demain. J'ai appelé ça une recette pour le malheur. Donc, ça te situe un petit peu sur ma position. Ben c'est ça. Ben parlons-en. Recette pour le malheur. Pourquoi? Parce que c'est quoi le problème là, de vouloir avoir cette indépendance financière à 40 ans? Je pense qu'il y a pas, j'ai rien contre la recherche de l'indépendance financière. Je pense que c'est un objectif qu'on peut tous et toutes avoir et qui est parfaitement légitime. Par contre, ça devient presque une obsession là, dans le cas des partisans de ce mouvement FIRE. Et donc, cette idée d'accumuler, puis souvent le chiffre est fixé à 1 million de dollars là, parce que, bon, selon certains calculs, ça permet de vivre avec 40 000 dollars par année jusqu'à la fin de sa vie, là, grosso modo, avec les intérêts, les décaissements. Mais bon, 40 000 dollars, c'est en bas du salaire médian, fait que c'est pas beaucoup de sous. Constituer 1 million de dollars de patrimoine avant 40 ans, faut en mettre beaucoup de côté. Et ma conclusion, d'une certaine manière, c'est à moins de gagner beaucoup d'argent, à moins de gagner 200 000 dollars par année, c'est pratiquement impossible sans gâcher sa vie, là. Je veux dire, si de 25 à 40 ans, tu ne vas plus jamais au resto, tu ne fais plus jamais de voyage, tu ne vas jamais au cinéma, tu n'as pas de copine parce que ça coûte cher une copine ou un copain, là. Il y a quelque chose, pour moi, c'est quasiment maladif. Et donc, en essayant de s'affranchir de l'argent, on devient obnubilé par l'argent. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans les termes. L'argent, ça sert aussi à se faire plaisir, à vivre d'une certaine manière. Et donc, il y a pour moi une contradiction dans les termes. Oui, c'est cette obsession, ça c'est intéressant parce que tu dis, l'idée c'est d'être libre, que l'argent ne soit pas vraiment un problème, qu'on puisse vivre, bon, peut-être frugalement, mais bien vivre, mais au final, on devient obsédé par l'argent. Et dans le dossier en fin de semaine, je voyais, il y avait quelqu'un qui était interviewé qui disait, là, tu sais, pas de café, pas d'alcool, je vais pas m'acheter un café même au coin de la rue. Tu sais, c'est comme tout est calculé dans le détail où, tu sais, à un moment donné, peut-être que tu vas juste vouloir t'acheter un café, je sais pas, là, une petite boisson à 3 dollars au coin de la rue puis d'aller la déguster au parc. Puis là, ça, c'est quoi? C'est trop. Donc, il y a quelque chose d'obsessif. Mais pour ceux quand même là, qui seraient tentés de se dire, je veux y arriver, je veux mettre 1 million de dollars de côté pour mes 40 ans, je serais capable de vivre avec 40 000 dollars aujourd'hui par année.
Puis ça, c'est vrai quand tu penses au logement, puis tout ça, en tout cas, ça pose plein d'autres questions, mais mettons là, qu'on fait le pari, qu'on dit à 40 ans, j'ai $1 million, je vais vivre avec 40 000. Les gens, ils font quoi pour y arriver? Ça implique quoi comme sacrifice? Ben justement, là, c'est vraiment de maximiser toutes les possibilités pour, encore une fois, selon ce qu'on gagne, là, mais grosso modo, mettre autour de 30 à 40 000 $ par année de côté pendant les 20 premières années de sa vie adulte, là, grosso modo. Mais à 25 ans, comment c'est c'est possible? Ça, mais si à 25 ans, si t'en gagnes 50... C'est ça, ton premier job, mettons, tu fais 50 000 par année, 60 000, ou si t'es chanceux, là, même si tu fais 100 000 là, t'as 25 ans, puis c'est ton premier job, tu fais 100 000 ben c'est net, premièrement. Là. C'est brut, ouais. C'est qu'il faut que tu enlèves l'impôt, puis c'est ça. Faudrait que tu mettes 40 000 après impôt. Donc, même quelqu'un qui gagnerait 100 000 $, on va probablement y en prendre 35, 40 d'impôts. Il en reste 60, 65. C'est très difficile de mettre 40 000 $ de côté. Mais comme tu l'as dit, on va jamais au café, on va jamais dans un bar, on va jamais au resto, on sort jamais de chez soi, on n'a pas de voiture. Tu sais, c'est ça. Fait qu'on fait ça toutes les bonnes années, là, où moi, je faisais la fête. Toi aussi, peut-être, là, où je célébrais ma vingtaine. Autant pendant... toi, probablement, mais... Alors, bon, c'est qu'on fait rien, puis là, on accumule. Puis encore une fois, il y a des stratégies au Canada comme maximiser son REER, par exemple. Ça permet que ça nous coûte en dollars moins parce qu'on a le retour d'impôt. Fait que ce retour-là, on peut le remettre dans le REER ou l'utiliser pour vivre un petit peu. On peut, depuis quelques temps, on a le CELIAP. Là, bon, certains d'entre eux vont, par exemple, utiliser des stratagèmes comme acheter une propriété, la rentabiliser rapidement, là, faire des passe-passe comme celle-là. Il y a plein de façons là, d'accumuler des sous. Évidemment, ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'il y a beaucoup de prosélytes de cet univers-là sur les médias sociaux qui sont des gosses de riches, on va dire ça comme ça, des rich kids. Fait que c'est sûr que c'est facile d'accumuler 1 million quand tes parents t'en donnent 300 000 pour commencer. Fait que si t'as le luxe d'habiter... Oui, le luxe d'habiter dans la grande maison de tes parents. Tes parents jusqu'à 35 ans, là, c'est plus facile, d'accumuler de l'argent comme ça. Oui, on souhaite que la maison, effectivement, soit conviviale, parce que on sait que ça peut, le fameux Tanguy, là, ça peut être aussi un défi pour les parents qui ont envie. OK, c'est bien le fun, tu voulais ton indépendance, mais tu sais, t'as 30 ans, là, ton indépendance, peut-être que tu peux commencer à l'avoir maintenant aussi, hein, ton indépendance de vie. OK, mais sans tomber dans l'espèce d'extrême, là, de dire on va vivre avec, je sais pas, là, 3 000 $ par année parce qu'on vit dans le sous-sol de chez ses parents. Il y a quand même une idée qui peut être légitime de dire je veux plus d'autonomie, donc peut-être moins acheter de bébelles, puis d'être dans l'espèce de piège de la consommation perpétuelle. Mais est-ce qu'il y a moyen, sans viser la retraite à 40 ans, de faire quand même, d'avoir de l'épargne, puis d'avoir un petit peu plus de lousse, là, tu sais, ça pourrait être quoi ces stratégies quand même pour s'enrichir, pour s'épargner, puis avoir un peu plus de liberté malgré tout? Ben, c'est là où, tu sais, j'en parlais ce matin justement avec quelqu'un là, chez Éduc Épargne, puis tu sais, il y a plein d'organismes au Québec, l'Institut de planification financière et tout ça. Tu sais, tu parlais du fameux café dans le parc. Bon, une fois par semaine ou par mois, ça va, mais je connais des gens à tous les jours, ils vont chez Starbucks ou en fait, peu importe le petit café Third Wave au coin de la rue, ils achètent un café à 6 $, 7 $. Ben, à la fin de la semaine, ça fait 30 $. À la fin du mois, ça fait 120 $. À la fin de l'année, ça fait 1400, 1500 $ que tu n'as pas mis dans un REER qui te renverrait 5. Ça te coûte peut-être 2000 $ pour boire ton café à chaque année, tu sais. Fait que des petites choses comme ça, évidemment, le transport actif, le transport collectif, ça permet d'éviter, puis tu sais, on parle beaucoup de l'automobile, là, puis j'ai pas d'avis arrêté là-dessus, mais les autos coûtent cher aux Québécois, aux Canadiens, on parle de 10 à 12 000 $ par année. Ben, si tu peux avoir une auto de moins, par exemple, pour les gens qui sont en couple, puis que l'autre personne prenne le vélo, le bus, la trottinette, je ne sais trop quoi, ben ça permet d'économiser 10 000 $ par année pour la famille. Ben c'est de l'argent qu'on peut aussi mettre de côté. Toutes les passe-passe fiscales, c'est pas des passe-passe, tous les outils fiscaux comme le REER, le CELI, le CELIAP, les prestations pour les enfants. Il y a des gens qui soit ne connaissent pas ou du moins ne réclament pas ces prestations-là, puis laissent de l'argent sur la table, comme on dit carrément. Et donc ça, c'est une
manière aussi de s'assurer que pour un individu ou un ménage, ben, on maximise ce qui est mis en place pour nous aider à accumuler. Puis ensuite, ben, malheureusement, le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté ces dernières années, mais ça reste que de faire des bons placements, d'avoir de la bonne dette, comme je l'appelle, c'est-à-dire, bon, par exemple, une hypothèque, ben, c'est sûr qu'à long terme, on a tendance à avoir des gens qui gagnent de ça, c'est-à-dire que c'est de l'épargne obligée, la valeur des propriétés a tendance à s'apprécier un peu. Donc, c'est tout l'ensemble de ces stratagèmes-là. Puis on arrive à un moment donné, à 40, à 50 ans, si on a bien joué ses cartes ou sans prendre sa retraite, le rendement qu'on fait sur toutes ces petites choses-là devient un contributeur à notre revenu. Tu sais, si tu es capable d'accumuler peut-être pas 1 million, mais 200, 300, 400 000 avant 40 ans, ben là, il y a de l'intérêt là-dessus qui commence à contribuer au revenu puis à l'amélioration de la valeur nette. Fait que je trouve cette idée de l'accumulation du million avant 40 ans un peu ridicule, personnellement. mais comme je le réitère, l'idée de l'indépendance financière est certainement cruciale pour les Québécois. Puis on a un petit enjeu de littératie financière. Donc, je voulais pas tuer le veau sacrificiel là, nécessairement dans cette chronique-là, mais juste dire que à l'extrême, ça peut être un peu malheureux que de vivre comme ça. Puis, tu sais, je termine, Karima, excuse-moi, je parle longuement, mais tu sais, il y a aussi l'idée qu'une fois que t'as 1 million de dollars à 40 ans, il te reste du temps à vivre. Tu vas-tu continuer à jamais sortir, jamais aller au resto, jamais boire de café, jamais voir des amis? Tu sais, c'est comme finalement toute ta vie, tu vas avoir été malheureux. Pourquoi? Il y a quelque chose que je comprends pas vraiment dans cette philosophie-là, bizarrement. Oui, c'est ça. Il y a une réflexion à savoir qu'est-ce que ça veut dire aussi bien vivre, tu sais, puis c'est quoi être indépendant, puis c'est quoi notre rapport à l'argent, tu sais. Il y a ça aussi. Ça questionne ce rapport-là. C'est un sujet quand même qui est assez sensible. Mais quand tu faisais tes recherches là-dessus, là, des cas un peu extrêmes de gens qui sont dans cette idéologie FIRE, parce que il y a différentes catégories. Là. Je voyais, il y a ce qu'on appelle le lean, hein, le maigre, le vrai minimaliste, le fat, bon, évidemment, gros, retraite oisive qui est adossée à des millions, ou le barista, on arrête à 40 ans, mais après ça, peut-être que oui, on travaille hein, dans un café pour arrondir ses fins de mois, puis tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as vu comme situation un peu extrême, là, comme sur le mode de vie de ces gens adeptes de FIRE? Ben justement, là, comme tu sais, ça va de vivre dans une van, là, tu sais, style un peu van life, là, se doucher une fois par semaine, puis tu sais, pas trop bouger. J'aime bien lean, là, comme on disait, ça c'est vraiment la version, comme tu disais, minimaliste, là, c'est tu sais, vivre avec quasiment survivaliste. Ouais, ben c'est ça. Puis fat, c'est pas 1 million qu'il me faut, c'est 3 millions, 4 millions. Puis là, je vais vivre de mes revenus passifs, dans le fond, là, des rendements de cet argent-là. Largement, tu sais, mais là, évidemment, encore faut-il l'accumuler, là, le multi-million de dollars. Le barista, là, barista fire, là, comme on l'appelle dans la littérature, ça me fait un peu rigoler. Puis tu sais, on en connaît, sûrement que tu en connais dans ta famille aussi, Karima, mais tu sais, on en a tous un oncle ou moi, mon beau-père, là, tu sais, il a une bonne retraite, mais genre, il s'ennuie, puis il va comme travailler un truc, tu sais, il était haut fonctionnaire, là, tu sais, de haut vol, mais là, genre, il travaille dans un hôtel, pas stressant, fait des sourires au monde. T'sais. Fait que cette idée que tu accumules, tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu n'as plus besoin de travailler, tu vas aller faire quasiment au salaire minimum, une job que tu as comme envie de faire, peut-être à temps partiel. Donc ça peut être un peu un mélange de indépendance financière puis un peu de style de vie, le lifestyle un peu tranquille. C'est ça, je trouve ça un peu drôle aussi là, comme d'où l'idée, c'est quand on peut avoir la chance dans la vie de travailler, même s'il y a rien qui est parfait, mais tu sais que je pense que les gens, si déjà on aime son travail, ça fait quand même une grosse différence. Soudainement, on n'a pas vraiment envie d'arrêter à 40 ans. Là. On aimerait ça continuer le plus longtemps possible. Et finalement, on gagne notre vie, mais on travaille, on a du plaisir et on n'est pas dans cette obsession. Je pense que c'est surtout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup à Francis Gosselin, puis on va lire ce grand dossier publié dans le Journal de Montréal ce week-end, donc demain samedi. Francis Gosselin, économiste et animateur à Cube Radio. Merci d'avoir été avec nous. Merci Karima, à bientôt.